Pendant des décennies, des centaines de chiens ont sauté du même pont, mais personne ne sait pourquoi. Dans l'Arctique, un homme a déclenché une chasse à l'homme dans la nature gelée, puis a disparu. Mais vous devriez rester jusqu'à la fin, car le dernier mystère a ruiné une ville entière du jour au lendemain. Avant de commencer, veuillez commenter et me dire d'où vous m'écoutez. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Podcast Chills, même voix, cauchemar différent. Numéro 6. Le pont Overton qui déchaîne la frénésie. Imaginez promener votre chien sur un pont paisible, puis soudainement il saute par-dessus le bord. C'est ce qui est arrivé à plus de 600 chiens sur un pont en Écosse. La maison Overton est un domaine du 19e siècle, à l'origine construit comme retraite pour un entrepreneur industriel et qui est aujourd'hui un site historique reconnu. Aujourd'hui, c'est devenu une visite populaire, surtout pour les propriétaires de chiens locaux. Menant au domaine, il y a un pont qui enjambe une gorge voisine. Achevé en 1895, le pont continue d'offrir un passage aux personnes qui explorent les environs du domaine. Mais dans les années 1950, une série d'événements inexpliqués a commencé à toucher les chiens qui traversèrent le pont. Selon les rapports, les chiens ont commencé à se montrer stressés ou anxieux. Puis, sans avertissement, les chiens sautent par-dessus le mur et plongent dans le ravin en contrebas, avec une chute de 15 mètres, soit 49 pieds, jusqu'au fond. Cela laisse les chiens gravement blessés, voire pire. On estime qu'il y a eu environ 600 cas enregistrés de chiens sautant du pont, avec environ 50 qui n'ont pas survécu à la chute. Selon les études, tous les chiens qui ont sauté sont des races à long museau, grandes et petites. De plus, on dit que la majorité d'entre eux ont sauté exactement du même endroit, au-dessus des remparts du côté droit. Et malgré de nombreuses études menées sur le site, personne n'a pu trouver de raison concluante à ce comportement soudain et erratique. Une théorie courante pendant un certain temps était que quelque chose attirait l'attention des chiens, ce qui les poussait à sauter vers cette chose. Cependant, cela était faux, car la hauteur des remparts empêche la plupart des chiens de voir par-dessus. Une autre idée était qu'ils réagissaient aux sons émis depuis la baie voisine de Fastlane, où la marine britannique abrite ses sous-marins Trident. On a émis l'hypothèse que les sous-marins produisaient des sons inaudibles pour l'oreille humaine, mais clairs et forts pour un chien. Ceci aussi a été réfuté grâce à l'utilisation d'équipements sonores haut de gamme qui n'ont pas pu détecter de telles fréquences. En conséquence de ce phénomène anormal, les propriétaires de chiens ont commencé à éviter le pont et ceux qui continuent à y promener leurs chiens les tiennent en laisse par mesure de sécurité. Les circonstances entourant le pont Overton ont fait la une de la presse internationale, étant couvertes par Vice et même le New York Times. Ce que les articles ont en commun, c'est l'absence totale d'explication pour ces événements. La Société écossaise pour la prévention de la cruauté envers les animaux a décidé de lancer sa propre enquête en 2005. Bien qu'on ait exclu que des chiens aient été jetés du pont, ils savaient qu'il fallait retrouver la source de ce comportement. Le Dr Sands, qui a réalisé un documentaire sur le phénomène, a exprimé son malaise à cet endroit. Il a dit « Tous vos sens sont en alerte. Il y a une sensation étrange. » Le Dr Sands n'est pas le seul à avoir exprimé un sentiment de malaise sur le pont. Beaucoup ont signalé une anxiété générale et un inconfort en marchant sur Overton. Sans surprise, la maison elle-même serait hantée et a été considérée comme une cause des sauts des chiens. Des témoins ont rapporté avoir vu une femme vêtue de blanc debout sur le pont qui disparaît à mesure qu'il s'approche du pont. Le pont a gagné en notoriété en 1994 à la suite d'un incident impliquant un individu perturbé qui a jeté son bébé par-dessus le pont. Les sentiments exprimés par les visiteurs pourraient certainement être liés à la réputation d'Overton, ce qui entraîne des émotions de malaise, mais même ceux qui ne connaissent pas la réputation ont signalé les mêmes sensations. En 2010, le Dr Sands est retourné à Overton pour une autre étude et a conclu que les chiens ne sautaient pas intentionnellement dans le but de se faire du mal. Il pense qu'il existe une cause logique à ce comportement et a émis l'hypothèse qu'elle est liée aux visons sauvages qui vivent dans la région. La théorie veut que les chiens soient submergés par l'odeur des visons situés sous le pont. Et donc, dans leur confusion et poussés par leur instinct, ils sautent pour poursuivre l'odeur. Cela expliquerait pourquoi le pont affecte principalement les races à long museau. Bien que les chiens aient déjà un odorat très développé, ceux qui ont un long museau possèdent une capacité de détection des odeurs encore plus amplifiée. Malheureusement, cela reste simplement une théorie, et la véritable cause de ces sauts demeure inconnue. Si la cause est l'odeur du vison, pourquoi des incidents similaires n'ont-ils pas été signalés ailleurs? Les visons sont assez répandus en Écosse, donc cela devrait se produire dans tout le pays, plutôt que d'être concentré en un seul endroit. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, le mystère demeure.
Les études restant non concluantes, les habitants de Dumbarton ne peuvent que spéculer sur les raisons poussant leurs animaux à sauter dans l'abîme. Les promeneurs de chiens fréquentent toujours l'endroit, mais beaucoup ont choisi d'éviter complètement le pont. Ce mystère sera difficile à oublier, mais les cas à venir passent de l'inconnu à quelque chose de bien plus délibéré. Numéro 5. Les mois de folie le long de la rivière Raz. Par des températures de moins 40 degrés, un homme a tenu tête à toute une force de police et a disparu dans l'Arctique, déclenchant la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du Canada. C'était une journée fraîche de juillet 1931 et l'agent de la GRC Edgar Millen était en patrouille à Fort McPherson dans les territoires du Nord-Ouest. Au cours de sa ronde, il est tombé sur un inconnu qu'il n'avait jamais vu auparavant. La région était un endroit populaire pour les trappeurs de fourrure et ceux qui espéraient profiter de l'or potentiellement encore caché dans les rivières. Edgar engagea la conversation avec l'homme, lui demandant qui il était et quelles étaient ses intentions. L'homme se présenta comme Elbert Johnson, mais garda ses motivations pour lui. Il resta distant et parlait par courtes phrases. Il devint évident pour Edgar que cet homme ne cherchait pas à se faire des amis. En fait, il semblait ne vouloir rien avoir à faire avec qui que ce soit. Après cette interaction, l'homme acheta un canoë auprès des habitants et partit sur le delta du fleuve Mackenzie. La conversation d'Edgar serait la seule fois connue où quelqu'un lui aurait parlé. Mis à part son attitude peu amicale, Edgar remarqua qu'il avait beaucoup d'argent liquide pour acheter des provisions, essentielles pour vivre dans la nature du Nord. Cependant, il n'avait pas de permis de trappeur, ce qui était surprenant puisque le piégeage est la principale source de nourriture l'hiver. Des mois passèrent, sans aucune nouvelle, ni apparition de l'homme, et la première rencontre fut reléguée au fond de l'esprit d'Edgar. Puis, en décembre de cette année-là, des membres de la communauté autochtone locale commencèrent à se plaindre à la police que leur piège avait été trafiqué. Les propriétaires étaient venus vérifier les prises, mais avaient trouvé les pièges déclenchés et suspendus aux arbres. Ils ont donné la description d'un homme connu pour vivre dans la région, et Edgar a reconnu que cela correspondait à l'homme mystérieux. Dans un cas, quelqu'un a signalé une rencontre dans les bois avec un homme qui criait de rester à l'écart tout en les menaçant avec un fusil, et c'était le même individu mystérieux. L'agent de la GRC Alfred King et l'agent spécial Joe Bernard ont décidé de faire le trajet jusqu'à la cabane de l'homme mystérieux, à environ 100 km du poste. À leur arrivée, ils ont remarqué de la fumée s'échappant de la cheminée, ce qui indiquait qu'il était là. Ils ont frappé à la porte et tenté de lui parler, mais il n'a donné aucune réponse. Alfred a regardé par la fenêtre de la cabane, mais l'homme à l'intérieur a mis un sac en toile dessus, bloquant la vue. Après un certain temps, sans succès, les agents ont décidé de retourner au poste et d'obtenir un mandat de perquisition. 5 jours plus tard, Alfred, Joe et 2 autres agents sont retournés à la cabane. Alfred a frappé à la porte et a appelé l'homme une fois de plus, mais il n'y a eu aucune réponse. Alfred a tenté plusieurs fois de lui parler à travers la porte, mais il est resté silencieux. À ce moment-là, Alfred a décidé qu'il devait exécuter le mandat de perquisition et a commencé à donner des coups de pied dans la porte immédiatement. Un coup de feu a retenti depuis l'intérieur de la cabane et Alfred s'est effondré dans la neige. Les agents ont ouvert le feu sur la cabane, tandis que l'un d'eux a attrapé Alfred et l'a traîné jusqu'au traîneau. Sachant qu'il n'était pas en mesure d'imposer un siège, et avec Alfred grièvement blessé, les agents ont fait le trajet de retour jusqu'au détachement pour demander des renforts. Alfred a été ramené à Aklavik où il a pu se rétablir. Pendant ce temps, la GRC a recruté un groupe de 9 hommes, ainsi que 42 chiens de traîneau, des fusils, des munitions et même 20 livres de dynamite. À leur arrivée à la cabane, le groupe a établi un périmètre et réchauffé la dynamite dans leurs manteaux. Rapidement, des coups de feu ont été échangés et une fusillade a éclaté. Les agents ont vu l'homme viser avec son fusil à travers des trous dans la cabane. Il semblait être lourdement armé et un bon tireur, manquant de peu de toucher plusieurs agents pendant les 15 heures de siège alors qu'il était à court d'options. Et avec la météo qui commençait à se détériorer, les agents ont décidé d'utiliser la dynamite restante pour faire exploser la cabane. La charge a été allumée. Un homme a couru vers la cabane puis a lancé le paquet de toutes ses forces. L'explosion a traversé les murs et a fait s'effondrer le toit, puis il y a eu le silence. Les coups de feu se sont arrêtés, mais les agents restaient à couvert. Finalement, ils ont décidé de se précipiter vers la cabane. Dès que les agents se sont levés, ils ont de nouveau essuyé des tirs. Se sentant vaincus et sans autre idée, le groupe est retourné à ses traîneaux et a fait le voyage de retour vers Aklavik. En partant, ils ont entendu un bruit étrange provenant des ruines.
À l'intérieur, l'homme riait bruyamment, d'une manière ou d'une autre encore en vie, malgré la dévastation de sa maison. Lorsque le groupe est revenu au poste et a raconté ce qui s'était passé, la nouvelle s'est répandue à l'échelle nationale par la radio et une chasse à l'homme à grande échelle a été lancée pour appréhender l'homme. Malheureusement pour les autorités, la recherche a été retardée en raison des conditions de blizzard et des températures glaciales atteignant moins 40 degrés. Quand ils sont revenus à la cabane, l'homme mystérieux avait déjà disparu depuis longtemps. En inspectant les restes de la cabane, les agents ont découvert que l'homme avait creusé une tranchée, offrant une excellente couverture lors des fusillades. Les agents devaient désormais chercher une aiguille dans une botte de foin. L'équipe de recherche a fait appel à des hommes autochtones locaux qui étaient des experts en pistage et connaissaient mieux la région pour aider dans la recherche. Finalement, un groupe mené par Edgar a réussi à rattraper l'homme. Au lieu de se rendre, il a de nouveau répondu par des coups de feu. Pendant l'échange, Edgar a été touché en plein cœur et s'est effondré au sol. Cela a de nouveau forcé la GRC à battre en retraite. Edgar, la seule personne connue à avoir parlé avec l'homme, était désormais la première victime mortelle de ce dernier. En étudiant l'itinéraire que l'homme empruntait, on a déterminé qu'il tentait de rejoindre le Yukon en traversant les monts Richardson. Des agents de la GRC ont été envoyés pour bloquer les deux cols à travers les montagnes, dans l'espoir de l'arrêter une bonne fois pour toutes. À leur grande surprise, l'homme a plutôt escaladé les sommets et a disparu dans le Yukon. Il était rapidement en train de se forger une légende et sa capacité à traverser les lignes sans être vu déconcertait les enquêteurs. À court d'options, la GRC a engagé Wilfred Wap May, un pilote de Canadian Airways. Il était un vétéran de la Première Guerre mondiale, ayant obtenu le statut d'AS. Pendant son mandat, Wap utilisait un monoplan équipé de skis à neige fixés en dessous, ce qui lui permettait d'atterrir facilement sur la neige, même dans des zones isolées. Faire appel à l'aide de Wap s'est avéré être un tournant majeur dans la recherche. Lors d'un survol le 14 février 1932, Wap a aperçu des empreintes de pas sur la glace de la rivière Eagle. Il a découvert que ces traces étaient celles de caribous, mais quelque chose semblait étrange. En y regardant de plus près, il a été surpris de voir des empreintes humaines par-dessus les empreintes de sabots déjà faites. L'homme suivait les troupeaux de caribous afin de dissimuler ses déplacements. Wap a conclu cela après avoir trouvé des empreintes humaines quittant la rivière dans les zones de campement humain. Wap a communiqué sa découverte à la GRC par radio et un groupe a été immédiatement envoyé pour intercepter l'homme. En contournant un virage de la rivière, le groupe l'aperçut à quelques centaines de mètres devant eux. Ne prenant aucun risque, l'équipe a ouvert le feu, le forçant à tenter de se mettre à l'abri. Une balle l'a traversé et il est tombé dans la neige. Malgré sa blessure, il est resté défiant et a de nouveau affronté la GRC dans une fusillade. Alfred, qui faisait partie du groupe de recherche, a de nouveau été touché par les tirs de l'homme et blessé, mais il survivrait à l'épreuve. Finalement, une balle a touché l'homme au bas du corps et il a arrêté de tirer. Le groupe de recherche s'est approché prudemment, prêt à intervenir en cas de ruse. Un des agents l'a retourné sur le dos et tout le monde a poussé un soupir de soulagement. La folie meurtrière du trappeur fou était enfin terminée. Les agents ont ramené le corps de l'homme dans une colonie voisine et l'ont hissé pour procéder à un examen. Lorsqu'il est tombé pour la dernière fois, les températures glaciales ont rapidement gelé son corps. Dans ce qui était probablement sa dernière expression, il avait désormais un visage figé dans une grimace que certains ont décrit comme un sourire narquois d'amusement ou une expression de douleur. Il portait plus de 2000 $ canadiens et américains, des cadavres de petits animaux, des pilules et un bocal de dents avec des plombages en or. Après l'enquête, il a été enterré dans une tombe à Aklavik, mettant fin à son règne de terreur, et l'affaire a été classée. Cependant, un aspect clé continue d'échapper aux historiens. La vie de cet homme avant son arrivée dans les territoires du Nord-Ouest n'est pas documentée, laissant son lieu de naissance, sa profession et même son âge inconnu. Lorsqu'Edgar a parlé avec l'homme à l'origine, il a déclaré qu'il pensait qu'il avait un accent scandinave. Ses motivations pour s'installer dans le Grand Nord, et même la question de savoir s'il était réellement celui qui trafiquait les pièges, restent encore floues. Plusieurs enquêtes ont été menées pour déterminer sa véritable identité. Ce qui fait l'unanimité, c'est que le nom Albert Johnson était un pseudonyme destiné à dissimuler sa véritable identité. Plusieurs théories ont été avancées sur l'identité du trappeur fou avant son arrivée dans le Nord. Certains ont même supposé qu'il était un ancien hors-la-loi de l'époque de la Grande Dépression, semblable à Bonnie et Clyde ou John Dillinger. En 2007, une équipe d'experts médico-légaux et d'historiens a exhumé la tombe et a procédé à un examen approfondi de son corps.
Ils ont également comparé des échantillons d'ADN avec ceux de personnes se déclarant membres de sa famille. Aucun de ceux qui ont participé ne s'est révélé être apparenté au trappeur fou. Sa traversée des étendues glacées du nord du Canada demeure la plus grande chasse à l'homme de l'histoire canadienne. Une analyse plus poussée de son ADN a relié ses origines à la Suède, mais en 2026, sa véritable identité reste un mystère complet. Numéro 4. Ces 21 visages ont regardé le monde brûler. Un homme a affirmé avoir empoisonné des bonbons pour enfants et des millions de personnes l'ont cru. Itogawa Rampo est un célèbre romancier japonais, surtout connu pour ses romans policiers. Ses histoires étaient centrées autour du détective fictif Kogoro Akechi, un personnage à la Sherlock Holmes dont Rampo s'est inspiré. Au cours des romans, il se heurte fréquemment à un antagoniste connu sous le nom du démon aux 20 visages. Personne ne se doutait que ce méchant allait inspirer l'une des séries d'événements les plus tristement célèbres du Japon. Guriko est une entreprise japonaise surtout connue pour ses célèbres bonbons Pocky. Ces friandises ont été distribuées dans le monde entier comme une délicieuse collation. Le 18 mars 1984, la société Guriko allait faire la une des journaux pour une raison totalement différente. Deux hommes masqués se sont introduits dans la maison du président de l'entreprise. Un témoin a vu Ezaki, ils l'ont attaché ainsi que sa famille, puis ils ont jeté Ezaki dans le coffre d'une voiture. Peu après, les ravisseurs ont exigé une rançon d'1 milliard de yens, soit environ 9 millions de dollars américains à la valeur actuelle, ainsi que 100 kilos d'or en lingots. Heureusement, avant que ces exigences ne puissent être satisfaites, Ezaki a réussi à s'échapper de sa captivité. Malheureusement, ce n'était pas la fin de l'histoire. Quelques jours après l'évasion d'Ezaki, 6 voitures garées à l'usine Gleco ont pris feu et ont été détruites, la police ayant déterminé qu'il s'agissait d'un acte criminel d'incendie volontaire. Puis vinrent les lettres envoyées à la police et aux journaux locaux pour publication. Dans ces lettres, les auteurs insultaient la police et laissaient des indices pour les identifier, comme la couleur de leur voiture. Ils ont ensuite menacé d'enlever quelqu'un. Le chef de la police préfectorale, signé au bas de la lettre, était le monstre aux 21 visages. Cela a suscité l'inquiétude parmi la population japonaise et bientôt la terreur allait devenir réalité. Une deuxième lettre arriva bientôt, affirmant que le monstre avait empoisonné les bonbons Gleco avec du cyanure. Par souci de sécurité publique, tous les bonbons Gleco ont été retirés des rayons. En conséquence, Glico a perdu 130 millions de dollars de chiffre d'affaires. Plus étrange encore, aucun des bonbons n'a révélé la présence de poison lors des tests. D'autres lettres sont rapidement arrivées à diverses institutions, affirmant que le monstre aux 21 visages était un gang qui comprenait des enfants. La lettre indiquait aussi qu'ils étaient fatigués de viser Glico et on a d'abord pensé que la période de peur était finie. Ces espoirs ont rapidement été anéantis lorsqu'une autre entreprise, Maranaga, a reçu à son tour une lettre exigeant de l'argent sous peine de subir les conséquences. Maranaga a ignoré la demande, ce qui s'est avéré être une grave erreur. En quelques jours, le monstre a affirmé avoir ajouté une saveur spéciale, pensant que c'était encore une fausse déclaration. La police a tout de même enquêté sur la menace et, effectivement, ils ont trouvé des boîtes de bonbons Maranaga avec une note indiquant « Danger, contient du poison », encore une fois signée par le monstre. Effectivement, de grandes quantités de poison ont été trouvées dans le contenu du paquet. Une enquête majeure a été lancée pour retrouver le monstre aux 21 visages. Ezaki, malgré avoir passé 3 jours avec ces individus, n'a pas pu fournir de détails concernant leur identité. Leurs visages et voix cachés, aucune piste n'existait. Puis, la police fit une avancée en cherchant des éléments de sécurité. Des images d'un magasin local ont montré un homme inconnu en costume et cravate parcourant les rayons. Soudain, il a sorti plusieurs bonbons Gleco de sa poche et les a placés en évidence avant de partir tranquillement. D'après les images, la police a publié un portrait robot de ce à quoi l'individu pourrait ressembler, car une grande partie de son visage était cachée en raison de la direction dans laquelle il regardait. Connu sous le nom d'homme filmé, il est largement supposé que cet individu est le cerveau derrière le monstre aux 21 visages. Cependant, personne ne s'est jamais manifesté avec des informations et l'affaire est rapidement tombée dans l'oubli. En raison du stress croissant et des critiques liées à l'incapacité d'identifier des suspects, le chef de la police de Shiga, Shoji Yamamoto, s'est suicidé 1 an plus tard. Suite à cela, le monstre aux 21 visages sembla avoir un changement de cœur. Dans une dernière lettre, il déclara que le groupe, je cite, avait décidé d'arrêter de tourmenter les entreprises alimentaires, concluant en disant que toute tentative future de chantage serait une imitation. Ils ont également présenté leurs condoléances pour le chef de la police décédé. Effectivement, les lettres de menaces ont complètement cessé.
La police a enquêté sur plus de 120 000 suspects, examiné d'éventuels liens avec le crime organisé et même la possibilité d'infiltrés nord-coréens. En 2026, le monstre aux 21 visages n'a jamais été identifié malgré près d'1 million de policiers ayant travaillé sur l'affaire pendant près de 20 ans d'enquête, avec la prescription pour les empoisonnements expirant. 5 ans plus tard, cela signifie que même si quelqu'un était publiquement identifié, aucune accusation ne pourrait être portée contre lui. En 1995, le délai de prescription concernant l'enlèvement des acquis a expiré. Outre le mystère entourant l'identité, la question encore plus grande était: quelle était la motivation derrière leurs actions? Plusieurs théories ont circulé, allant d'anciens employés mécontents aux anarchistes, voire à l'implication des Yakuza, mais ce mystère n'a jamais été résolu. Si cette histoire vous a troublé, restez avec moi, nous n'avons pas encore terminé. Numéro 3. Courtney Lake, un ex-petit ami, a enfreint une ordonnance de non-communication 33 fois en une seule journée. Quelques semaines plus tard, elle n'a plus jamais été revue. Courtney Lake était une jeune femme de Saint-Laurent, à la pointe sud de la péninsule de Buren. Elle était décrite comme indépendante et très proche de sa famille. À la fin de son adolescence, elle est tombée amoureuse d'un homme nommé Jason et ils ont eu un fils ensemble. Bien que la relation n'ait pas fonctionné, ils ont continué à élever leur enfant ensemble, tout en maintenant une amitié cordiale l'un avec l'autre. En 2013, elle est devenue la première mère célibataire à être acceptée au concours de Miss Terre-Neuve et Labrador. Il semblait que sa vie prenait enfin un nouveau tournant, mais tout s'est effondré lorsqu'elle a rencontré Philip Smith. Cette nouvelle relation est décrite comme toxique et abusive, avec Philip qui la manipulait constamment et allait même jusqu'à la violenter physiquement. La goutte d'eau a eu lieu le 17 avril 2017. La police a reçu un appel de la mère de Courtney, Lisa, après que Courtney ait été blessée par Philip. Selon le rapport, Courtney et Philip se trouvaient dans un pick-up lorsqu'une dispute verbale a éclaté et que Courtney a tenté de sortir du véhicule. Philip l'a saisie et lui a donné 2 coups de poing à l'estomac et au bras. À la suite de ce dernier incident, Courtney a mis fin à la relation, mais Philip a refusé de la laisser partir. À plusieurs reprises, il lui a envoyé des photos explicites par message, ce qu'elle a signalé aux autorités. Le 5 mai, Lisa a été contactée par Philip par téléphone, qui lui a dit qu'il avait l'intention de mettre fin à ses jours. Lisa a appelé la sœur de Philip, qui a ensuite contacté la police, déclarant qu'elle était très inquiète pour son bien-être. En utilisant un signal téléphonique, un agent aérien de la police royale de Terre-Neuve a localisé l'homme près de l'aéroport de Saint-Jean, mais Philip s'est enfui avant qu'un contact puisse être établi. Une recherche a permis de le retrouver plus tard, le même jour, et Philip a été conduit dans un établissement de santé où il est resté pendant 4 jours. À ce moment-là, Courtney a obtenu ce qu'on appelle une caution policière, qui interdisait légalement à Philip d'entrer en contact avec elle sous quelque forme que ce soit. Cela ne l'a pourtant pas dissuadé, et à un moment donné, il a tenté de lui parler 33 fois en une seule journée. 2 jours plus tard, le 7 juin, Philip a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, y compris la diffusion d'images illicites sans le consentement de la personne représentée. Il a été placé en probation avec une interdiction de contact plus stricte plutôt qu'une peine de prison. Son avocat de la défense a réussi à faire abandonner plusieurs chefs d'accusation en faisant valoir que Philip traversait une crise. Pendant que le procès suivait son cours, Courtney poursuivait sa vie. Elle retrouvait Jason pour la leçon de natation hebdomadaire de leur fils. Elle a ensuite passé du temps avec sa famille avant de rentrer chez elle à Mount Pearl. Ce fut la dernière fois qu'elle a été vue. Sans nouvelles de Courtney, Lisa a alerté la police pour sa disparition. D'abord interrogé, Jason a vite été innocenté. L'enquête s'est ensuite concentrée sur Philip. Faute de témoins chez les voisins de Philip, les enquêteurs ont analysé les vidéos de surveillance de son domicile et de celui de Courtney. Un tournant a eu lieu quand un habitant a fourni des images de caméras embarquées montrant Courtney montée dans un pick-up noir peu avant 8 heures, le 7 juin. Le véhicule correspondait à celui possédé par Philip et il a été confirmé comme principal suspect. La police a surveillé son domicile et a même obtenu un mandat de perquisition pour sa maison et son camion. Plusieurs objets ont été saisis pour analyse, mais on ignore s'ils ont fourni des preuves concernant la disparition de Courtney. De plus, le camion de Philip n'a révélé aucune trace compromettante et il lui a été rendu peu de temps après que Philip ait avoué aux enquêteurs. Il avait récupéré Courtney ce jour-là et l'avait emmenée chez lui, mais il a nié lui avoir fait du mal. Selon lui, ce qui est confirmé par des messages textes, Philip a accepté de venir chercher Courtney afin qu'elle puisse récupérer ses décorations de Noël chez Philip. Philip a de nouveau été accusé de violation de ses conditions, a plaidé coupable et a été condamné à la prison. La famille de Courtney trouvait étrange qu'elle accepte d'y aller avec lui.
Peu avant sa disparition, Courtney et Lisa sont allés chez Philippe récupérer des affaires, mais les ont trouvés brûlés sur sa pelouse. Philippe aurait probablement fait de fausses promesses. Ce serait la dernière fois qu'il la verrait, ce qui était vrai, bien que peut-être avec une intention plus tordue en tête. L'attention portée sur Philippe, combinée à son comportement criminel, a finalement conduit à son renvoi des forces armées cet automne-là. Cette action allait encore plus faire déraper son comportement. À Halloween, la famille de Philippe a informé les autorités qu'il avait de nouveau exprimé son intention de mettre fin à ses jours. Quand la police est arrivée chez lui, il avait disparu. À 3 heures du matin le lendemain, le corps de Philippe a été retrouvé près de la cabane familiale. Avec cela, la plus grande chance de retrouver Courtney a été perdue. Bien que les circonstances entourant la disparition de Courtney restent un mystère, beaucoup pensaient que Philippe était impliqué. Malheureusement, sans savoir où elle se trouve, il n'y aurait aucune conclusion pour ceux qui l'aiment. Jason continue d'élever son fils et garde un contact étroit avec la famille de Courtney. Jason est également devenu la cible d'un individu inconnu. En mars 2022, la police et les pompiers sont intervenus au domicile de Jason après que ses 2 véhicules ont été engloutis par les flammes. L'enquête a révélé que les incendies étaient d'origine criminelle, provoqués par un incendiaire inconnu. Jason pense avoir été ciblé par quelqu'un qui le soupçonne d'être responsable de la disparition de Courtney. Cependant, il n'existe littéralement aucune preuve suggérant qu'il ait eu la moindre implication dans le crime, et Jason dispose d'alibis confirmés pour sa localisation au moment de la disparition de Courtney. En 2026, l'affaire reste sous enquête par la RNC. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des informations concernant sa disparition ou toute autre personne disparue à Terre-Neuve, vous pouvez contacter la RNC directement au 1-700-9-729-8000 ou en appelant Échec au crime au 1-800-222-477. Numéro 2. La route trempée de larmes, où la douleur et la tristesse règnent. Plus de 80 personnes ont disparu le long de ce tronçon d'autoroute depuis 1969. L'autoroute 16 de la Colombie-Britannique a connu un grand nombre de disparitions et de décès dans des circonstances suspectes. En 2026, plus de 80 personnes ont soit disparu, soit été victimes d'actes criminels. La plupart des victimes étaient des femmes autochtones qui faisaient de l'autostop le long de cette route. Ce qui est encore plus déchirant, c'est que beaucoup d'entre elles avaient moins de 20 ans lorsqu'elles ont disparu ou sont mortes. Ce que l'on pourrait considérer comme le cas zéro, du moins selon les autorités, c'est Gloria Levin Moody de la réserve de Bella Coola. Elle avait 27 ans, était mère de 2 enfants et on la décrivait comme attentionnée, avec une personnalité joyeuse. C'était le 25 octobre 1969 et Gloria était en voyage de fin de semaine avec sa famille. Elle et son frère Dave ont profité de la soirée pour faire la tournée des bars à Williams Lake. La soirée s'est bien passée, les 2 frères et sœurs visitant plusieurs endroits populaires de la ville. Après avoir pris un verre au Ranch Hotel, les 2 ont décidé de rentrer et ont fait le chemin à pied pour retrouver le reste de la famille. Alors que Dave profitait de l'air nocturne, il se tourna pour parler à Gloria, mais fut surpris de constater qu'elle n'était pas derrière lui. En fait, elle avait complètement disparu. Dave était sûr qu'elle le suivait, mais en constatant son absence, il rejoignit sa famille et leur expliqua la situation. À ce moment, rien n'indiquait un acte malveillant, mais le lendemain, la terrible nouvelle atteignit la famille Moody. Le matin suivant, 2 chasseurs suivaient des traces d'animaux le long d'un sentier pour le bétail, à 10 km à l'ouest de Williams Lake. Ils trouvèrent les restes de Gloria abandonnés dans un buisson, dépouillés de ses vêtements et marqués de nombreux traumatismes causés par un objet contondant. Elle fut considérée par les enquêteurs comme la première victime de la route des larmes et, plus tragiquement, la première affaire non résolue depuis la mort de Gloria. Le nombre de cas non résolus fait l'objet de débats, mais il varie entre 20 et 50 selon différentes sources, certaines organisations estimant que le chiffre réel est bien plus élevé. L'année 1990 s'est avérée marquée par un nombre élevé de cas liés à la route des larmes, totalisant 6 victimes, dont un nourrisson de moins d'1 an. Le bébé, prénommé Kimberly Dumais, a péri dans un incendie de maison que les enquêteurs ont déterminé comme étant d'origine criminelle. La grand-mère de Kimberly, Helga, ainsi que ses 2 tantes, Sherry et Pauline, ont également péri dans les flammes. 4 mois plus tôt, la maison avait brûlé lors d'un incendie criminel, poussant la police à croire que la famille était ciblée. Après des années sans piste, la famille Dumais a reçu une lettre anonyme prétendant provenir de l'homme responsable de l'attaque. La lettre ne contenait plus aucune preuve matérielle et aucun suspect n'a été nommé lors de l'enregistrement de cet épisode. Voyager sur l'autoroute n'offre même pas de sécurité en nombre.
En 1989, Ronald et Doreen Jack, tous deux âgés de 26 ans, se rendaient de Prince George à un camp de bûcherons avec leurs deux enfants, Russell, âgé de 9 ans, et Ryan, âgé de 4 ans. La nuit précédente, Ronald a été abordé par un homme inconnu dans un bar et a engagé la conversation. Ronald était un bûcheron sans emploi et l'homme non identifié lui a proposé un travail dans un camp de bûcherons à proximité. Pensant à une chance, Ronald a accepté. Le lendemain, lui et sa famille ont été vus pour la dernière fois montant dans un pick-up conduit par un inconnu. Ce fut la dernière fois que l'on vit un membre de la famille Jack en vie. Après plusieurs mois sans nouvelles, la mère de Ronald a signalé leur disparition et la GRC de Prince George a ouvert une enquête. Le seul indice que la police a obtenu lors de ses recherches est venu d'un appel anonyme au détachement de Vanderhoof, affirmant que la famille Jack était enterrée sous un ranch quelque part en Colombie-Britannique. La personne n'a donné aucun autre détail, ni aucune précision sur l'emplacement exact avant de raccrocher. Les enquêteurs ont retracé l'appel jusqu'à une maison à Stony Creek. Mais lorsqu'ils ont interrogé les résidents, ceux-ci ont nié avoir passé l'appel, affirmant qu'ils avaient organisé une fête à la maison la même nuit où l'appel a été passé. Aussi récemment qu'en août 2019, une équipe de criminalistique a utilisé un radar à pénétration de sol pour fouiller une propriété sur la Première Nation Psica, au sud de Vanderhoof. Malheureusement, rien n'a été découvert sous terre, et l'affaire reste ouverte à ce jour, malgré la mise en place d'une enquête policière conjointe concernant les crimes sur l'autoroute 16. Des personnes continuent de tomber victimes de ce sombre fléau jusqu'à aujourd'hui. Chelsea Amandakwa, une femme de 29 ans originaire de la Première Nation Psiche, venait tout juste de retourner chez elle en octobre 2023. Chelsea travaillait dans une scierie à Houston, en Colombie-Britannique, et était reconnue comme très instruite, indépendante et travailleuse. Le 11 octobre, Chelsea rendait visite à son père lorsqu'elle est sortie vers 2 heures du matin. Son père a pensé qu'elle était sortie fumer, mais il a commencé à s'inquiéter lorsqu'elle a tardé à revenir. Quand il est allé voir, elle avait disparu sans aucune indication de sa localisation. Son départ soudain sans prévenir sa famille était très inhabituel et son père a rapidement signalé sa disparition. Le 6 novembre, la police a annoncé avoir retrouvé les restes de Chelsea Kwa dans les bois près de la route 16 à l'intérieur des limites de la Première Nation Psiche. Depuis la découverte, la police n'a révélé aucune mise à jour concernant l'affaire. Les tentatives pour retrouver les personnes disparues se sont avérées difficiles pour diverses raisons. Le nord de la Colombie-Britannique compte environ 55 millions d'hectares de forêt, dont très peu ont réellement été foulés par l'homme. Il est important de souligner l'isolement de ce tronçon d'autoroute, aggravé par la faible réception des téléphones portables due aux montagnes environnantes. On a évoqué l'autoroute des larmes et l'idée que des crimes y auraient été commis par une personne ou un groupe, bien que cela ait souvent été démenti. Principalement, des suspects ont été identifiés et condamnés dans des affaires liées à cette route. De plus, l'idée que quelqu'un ait pu agir pendant plus d'un demi-siècle est impossible. Il aurait fallu qu'il commence jeune et qu'il continue à agir jusqu'à un âge avancé. Compte tenu de la réputation déjà notoire de la route 16, il n'est pas déraisonnable de penser que cela attire des personnes dans la région pour mettre en œuvre leurs intentions malveillantes. Le grand nombre d'affaires non résolues pourrait aussi expliquer le choix de cette région. Cela pourrait donc être vu comme un refuge morbide pour ceux cherchant à commettre des crimes en toute impunité. C'est une hypothèse horrible basée sur des spéculations, donc cela ne doit pas être pris comme un fait avéré. Ce que l'on sait cependant, c'est que la route 16 n'arrive toujours pas à se débarrasser de sa réputation infâme. Toute personne ayant des informations concernant l'une des affaires non résolues liées à la route des larmes ou souhaitant signaler des cas d'inaction policière peut contacter le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique au 1855 446 847 7 446 8477 ou en visitant leur site web à l'adresse IEOBCCA. Numéro 1. Emmenés pour être oubliés par le monde. Un matin dans cette ville, 21 hommes ont été arrachés à leur domicile et personne ne les a revus depuis. Imaginez vous réveiller un jour et découvrir que des dizaines de voisins ont soudainement disparu. Des personnes à qui vous disiez bonjour en passant, avec qui vous aviez des conversations amicales devant votre porte, avec qui vous participiez même à des activités publiques, semblèrent s'être volatilisées dans la nature. Pire encore, des années ont passé et aucune nouvelle de leur part n'est parvenue ni à vous, ni à qui que ce soit d'autre. Ils ont tout simplement disparu, peut-être pour ne jamais revenir. Bien que cela ressemble à l'intrigue d'un roman policier ou d'une série télévisée, c'est exactement ce qui s'est produit dans une ville du sud du Mexique en 2021.
Pantalo, une municipalité de l'État du Chiapas au Mexique comptant environ 20 500 habitants, possède une histoire assez unique pour le pays. En raison du conflit avec le gouvernement mexicain, les partisans du mouvement zapatiste, une organisation connue sous le nom de ZLN, se sont rebellés dans les années 1990 et ont réussi à établir une société socialiste autonome au Chiapas. Le groupe a réussi un temps à repousser les attaques des cartels et du gouvernement mexicain. Pendant plus de 2 décennies, fonctionnant comme une société sans État basée sur l'idéologie du révolutionnaire Emiliano Zapata, Salazar Pantalo se trouve près de l'endroit où l'autonomie existait et n'a pas été épargné par les cartels ou le gouvernement dans leur tentative d'affirmer leur contrôle. De plus, divers groupes dits de justiciers ont émergé, travaillant avec le gouvernement ou les cartels selon les circonstances. Le 26 juillet 2021, un groupe se faisant appeler Groupe d'autodéfense El Machete est entré dans la ville, le visage couvert et armé d'armes. Ils ont déclaré que leur intention était d'arrêter plusieurs criminels présumés et ont rassemblé 21 hommes de leur ville. Les hommes avaient les mains liées et leurs maisons ont été incendiées avant qu'ils ne soient emmenés hors du village, a allégué El Machete. Ces hommes participaient à des activités criminelles pour le groupe Herreras. À la grande surprise des témoins, le président du conseil municipal, Pedro Cortés López, était présent et du côté d'El Machete, ainsi que des membres de l'armée mexicaine et de la garde nationale qui ne sont pas intervenus et semblaient complices des enlèvements. Après le départ du groupe, emmenant leurs prisonniers, les 21 victimes n'ont plus jamais été vues ni entendues. Les habitants ont rencontré la Commission des droits de l'homme de l'État en décembre pour s'informer de l'enquête et du bien-être de leurs proches. Bien qu'on leur ait assuré qu'une enquête était en cours, les habitants de Pantalo n'ont reçu aucune autre information de la part des autorités. À ce jour, les familles des disparus ont reçu des menaces par téléphone de la part de la milice El Machete. Toute tentative de contacter les autorités pour connaître l'avancement de l'enquête s'est soldée par une impasse. Les habitants de Pantalo ont accusé le gouvernement de retarder intentionnellement toute réponse et beaucoup pensent que le gouvernement lui-même, ou du moins certains de ses membres, sont directement impliqués dans les enlèvements. En dehors des hommes disparus qui restent introuvables, la véritable raison de leur enlèvement demeure un mystère. 5 ans plus tard, les familles restent sans réponse et l'espoir de revoir leurs proches s'amenuise chaque jour un peu plus. Malgré les efforts d'El Machete pour dissimuler leurs identités, plusieurs témoins ont affirmé connaître les noms des auteurs. Il existe également des vidéos des enlèvements montrant les méthodes chaotiques et brutales utilisées pour mener une opération d'une telle ampleur. Bien qu'il se soit présenté comme El Machete lors des enlèvements, le groupe nie désormais toute implication. Quant au gouvernement central au Mexique, les autorités ont lancé des recherches aériennes et terrestres sans trouver d'indices sur la localisation des hommes disparus. Malheureusement, il semble que le sort des 21 hommes ne sera jamais totalement élucidé. Pire encore, il y a maintenant très peu de chances que l'un d'entre eux soit encore en vie. Le fait que 2 douzaines d'hommes aient pu être enlevés et forcés de quitter leur domicile par un grand nombre de membres de milices, sous les yeux de centaines de témoins, et qu'aucune nouvelle piste n'ait été trouvée dans cette affaire en 5 ans, est sans aucun doute très suspecte. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. C'était le podcast Chills, et je voulais simplement vous dire merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié le podcast, n'oubliez pas de laisser une note et de me suivre sur Instagram à Dilani-Chilinit, avec des tirets bas à la place des espaces, X à Wite, _Chills et TikTok à Chills. Ce podcast a été réalisé en collaboration avec Jonah et Karina. À la prochaine, au revoir.